Ça n'arrête plus. Nos responsables politiques et les habituels déclinologues sont obsédés par les réfugiés. La France serait, à les entendre, envahie par des hordes de migrants. On nous annonce le retour des barbares, on parle un peu partout, à gauche comme à droite, de la nécessité de fermer les frontières. Et dans ce contexte, évidemment, tout le monde y va de sa petite déclaration, voire de son gros mensonge. On a entendu que certains réfugiés seraient des djihadistes infiltrés, qu'ils seraient prioritaires pour avoir des logements, qu'ils auraient les transports gratuits. Bref, en période de crise économique, ils viendraient prendre le pain, voire le travail de nos concitoyens et menacer notre sécurité. Ce discours n'est plus l'apanage du seul Front National, il a aussi débordé, il a contaminé la droite, et même aussi, on pourrait dire, en partie la gauche au pouvoir. Bien sûr, elle ne va pas aussi loin, mais elle est tétanisée par le Front National, à quelques mois des régionales, au point de reprendre ces mots parfois. Le 8 septembre, à propos de la situation à Calais, le Premier ministre Manuel Valls a mis en garde contre le risque d'un appel d'air, une formule utilisée d'habitude par les partisans de l'immigration zéro. Alors à Mediapart, toutes ces affirmations et ces fantasmes un petit peu anxiogènes, quand même, il faut bien le dire, on a décidé de les passer au tamis des faits et des chiffres avec deux journalistes de la rédaction, Karine Fouteau, qui coordonne depuis cet été l'opération Open Europe. C'est plus d'une centaine d'enquêtes, de reportages qui ont été publiés sur Mediapart avec plusieurs ONG et des journaux européens. Et puis Hélène Salvi, qui suit la droite à Mediapart. Avant de commencer justement notre fact-checking, Hélène, qu'est-ce qui se passe à droite? On a des proches de Nicolas Sarkozy qui vont parfois dans leurs propos beaucoup plus loin que le Front National. Est-ce qu'ils sont tous devenus fous? Alors, je ne sais pas s'ils sont devenus fous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu un top départ, et lequel top départ a été donné au mois de juin dernier, quand Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, a fait sa fameuse blague sur la fuite d'eau pour dénoncer la proposition de la Commission européenne d'une répartition de migrants entre les différents pays européens. À partir de ce moment-là, les responsables de Les Républicains, enfin on les appelle LR maintenant, se sont engouffrés dans la brèche de la parole décomplexée qui avait déjà été portée au nu par Jean-François Copé en son temps. Alors, une des plus fortes à ce jeu reste Nadine Morano, l'eurodéputée, qui récemment nous a gratifié d'une déclaration sur le pays de la race blanche, mais qui, depuis plusieurs semaines, en fait, a sorti un certain nombre de déclarations, notamment, je vous en cite une, il faudrait que ces personnes, donc les réfugiés, plutôt que de fuir, car ce n'est pas la solution, se battent pour leur pays et qu'on les accompagne dans ce combat. Au passage, je crois que c'était une semaine après, Marine Le Pen a dit mot pour mot exactement la même chose. Donc là, on voit récemment, depuis quelques jours, même plusieurs élus LR commencer à condamner les propos de Nadine Morano sur le pays de la race blanche. En revanche, ce qu'ils ne condamnent jamais, ce sont les propos de leur propre patron, Nicolas Sarkozy, qui lui fait feu de tout bois sur le sujet. En ce moment, il n'y a pas un seul discours qui passe, qu'il prononce, sans qu'il ne brandisse la question de l'immigration dont il parle tout le temps comme une angoisse. Ensuite, il alarme régulièrement ses troupes sur les tensions identitaires qui traversent notre pays et surtout, et c'est assez nouveau, il renvoie la responsabilité à ce qu'il qualifie de nouvelle pensée unique. On a l'impression par moment de lire du Marine Le Pen dans le texte, mais en fait c'est pire que ça, Oui, c'est du Jean-Marie. droite traditionnelle, quoi. Voilà, même Marine Le Pen ne fait plus ce genre de choses. Donc en fait, la stratégie est assez simple. Nicolas Sarkozy, en vue de 2017 et bien avant de la primaire de 2016, souhaite récupérer, reconquérir toutes les Madeleines. C'est le nom de la personne qu'il avait pris à partie sur une radio un jour, qui sont partis au Front National. Et qui lui ont préféré Marine Le Pen en 2012. En gros, il nous refait du Buisson, son ancien conseiller occulte, sans Buisson. Et en fait, Nicolas Sarkozy, Buisson sans Buisson, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que la primaire de 2016 va se jouer à droite, voire très très à droite, qu'il part dans ce discours-là, et en plus c'est une façon pour lui de se démarquer de son principal adversaire, qui a un discours bien plus modéré sur le sujet, qui s'appelle Alain Juppé, qui lui prône une identité heureuse. Voilà. Donc on est dans ce périmètre-là d'un patron qui radicalise franchement son discours, et à l'image de ce patron de l'opposition, les élus, les Républicains, sont littéralement obsédés par la question des réfugiés,
Alors quand on les interroge sur le sujet, eux, ils vous répondent que ce n'est pas eux qui sont obsédés, mais leurs électeurs sur le terrain qui leur en parlent et qui sont, pour reprendre le propos du député du Vaucluse, Julien Aubert, qui est candidat en PACA et donc qui est beaucoup sur le terrain en ce moment, il nous expliquait la semaine dernière que son électorat était hanté par les réfugiés. Le mot n'est pas anodin. Et en fait, même si l'immigration est on le sait, un marqueur de la droite depuis presque toujours, on remarque qu'avec la question des réfugiés, ils récupèrent en fait les vieilles recettes. Donc tout y passe de la reconduite, des reconduites à la frontière qu'ils estiment inexistantes, le droit d'asile dont ils parlent tout le temps comme un droit dévoyé, l'AME, le regroupement familial, enfin les sujets sont toujours les mêmes, ils brassent ces sujets-là. Ce qui est étonnant, c'est que leurs propositions pour lutter entre guillemets, contre ce fléau sont aussi toujours les mêmes. Et ils ont beau avoir testé leur inefficacité quand ils étaient au pouvoir sous le mandat de Nicolas Sarkozy, ils récupèrent les vieilles recettes. Ça leur permet non seulement de s'emparer de ce sujet et de ne pas le laisser à l'extrême droite, mais ça permet surtout à la frange la plus radicale du parti, qui devient la frange majoritaire, d'attiser les peurs en mélangeant un petit peu tous les sujets, droit d'asile, réfugiés, clandestins, enfin ils font une petite soupe de cet ordre. Et ce qui est étonnant dans cette configuration-là, c'est que les élus de terrain, c'est-à-dire ceux qu'on entend bien moins que les Hortefeux et les Morano qui passent leur temps sur les plateaux de télévision, eux, ils ont vraiment la sensation que la situation actuelle, donc la question des réfugiés, tend l'équilibre déjà précaire qu'ils essayaient de tenir entre les traditions, je dirais, traditionnelles humanistes de la droite française et cette course à l'échalote avec le Front National dans laquelle sprint littéralement leur patron Nicolas Sarkozy. Et ils sont dans un corner aujourd'hui, parce que quand ils sont face à leurs électeurs leur disent « Nous, on veut des propositions plus fermes, on veut pas d'une droite molle, on veut que vous alliez plus en avant sur ce type de sujet. » Et en même temps, ils leur disent, en revanche, ne vous avisez pas à faire comme le Front National, parce qu'on ne votera pas pour une copie, ça ne servira à rien. Donc ils sont vraiment dépourvus face à cette situation, parce qu'ils ne savent absolument pas comment se sortir de cet équilibre, d'où les déclarations qui partent dans tous les sens et qui sont souvent des contre-vérités. C'est ce que... Voilà, on comprend mieux maintenant, et on va commencer justement ce fact-checking avec l'argument qui revient le plus, sans conteste, celui de l'invasion. En la matière, c'est un véritable concours, on regarde. Aujourd'hui, le sentiment que ressentent les Français d'envahissement, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Un raz-de-marée dont seules les premières vagues nous ont déjà touchés, mes chers amis. Sans réaction de la part du peuple français, l'invasion migratoire que nous subissons n'aura rien à envier à celle du IVe siècle. C'est une invasion. Fermé à qui? C'est une invasion. Ok. Je pèse mes mots. On a entendu. C'est une déstabilisation du continent européen. Les ministres de l'Intérieur ont obtenu un accord pour répartir 120 000 malheureux. Je voudrais vous dire une chose solennellement. Ces 120 000 ne représentent rien. Parce que ce sont des millions et des millions qui sont derrière et qui poussent. Et alors, là où c'est intéressant, cette inquiétude d'être assiégé qu'on a entendu, là, on la retrouve aussi dans pas mal de discours à gauche, dans les propos de François Hollande, de Manuel Valls, parfois, chez le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui dit récemment sur France Info, on a été dans la maîtrise, c'est-à-dire on n'a pas trop de réfugiés, sous-entendu par rapport notamment à l'Allemagne, un peu irresponsable, qui aurait laissé ouvert les frontières comme ça et laissé passer tout le monde. Karine Foutos, ce qui ressort de ces discours, c'est plusieurs choses. Il y a trop de réfugiés, on est submergé. D'autres arrivent, et la France, tous ces gens, n'a pas les capacités de les accueillir, ni même plus tard de les intégrer. Est-ce que c'est le cas ? Déjà, il faut dire tout de suite que quand on est dans ce type de déclaration, il y a trop de réfugiés, on est submergé, ce sont des jugements de valeur qui induisent une forme de stigmatisation. Donc c'est le cadre général. Alors trop, pour être factuel, par rapport à quoi ? Depuis le début de l'année 2015, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, 522 000 personnes ont débarqué sur les côtes européennes par la mer. Parmi les personnes qui remontent à pied dans les Balkans en ce moment, 75% sont des Syriens, donc des personnes qui fuient la guerre. L'OCDE a très récemment dit qu'elle s'attendait à ce qu'1 million de ces réfugiés demandeurs d'asile arrivent en Europe sur l'ensemble de l'année 2015. Donc ça correspond à un afflux
important. D'ailleurs, on a regardé à Mediapart, on a essayé de comparer aux précédentes situations un peu identiques. C'est l'un des exodes le plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour autant, voilà, il faut relativiser, c'est de comprendre, rapporter ces chiffres par rapport à la réalité. Par rapport à la population de l'Union européenne, c'est peu. L'Union européenne, c'est 508 millions d'habitants, donc il suffit de faire un calcul très simple, une division. Ça représente 1 million de personnes, donc c'est sur la fourchette haute, 0,19% de la population. Oui, c'est pas vraiment l'invasion. C'est pas énorme. Quand, en plus, on entend Angela Merkel dire que la chancelière allemande, que son pays est susceptible d'accueillir 800 000 personnes sur une année, Angela Merkel ne peut pas être taxée d'angélisme. Donc on comprend que son pays est capable de faire face, d'absorber, que l'économie allemande est suffisamment dynamique pour donner du travail, faire vivre, enfin, et que ces personnes s'intègrent dans la société. La France n'est pas du tout dans la situation de l'Allemagne. Il suffit d'interroger les réfugiés, peut-être que les responsables politiques dont on parlait tout à l'heure devraient le faire. Aucun d'entre eux, quasiment, ne veut venir en France. Ce pays est sorti de leurs écrans radars. Alors, parler d'invasion, c'est c'est une interprétation, non seulement c'est abusif, mais c'est en fait une contre-vérité. Il faut se souvenir de cet exemple qui est quand même frappant. En début septembre, lors d'un week-end, beaucoup de réfugiés sont arrivés en Allemagne. La France a décidé de tendre la main en disant que oui, on allait aller en chercher 1 millier parmi ces 20 000 qui étaient arrivés. L'OFPRA, donc l'Office français qui s'occupe de ces questions de demandeurs d'asile, est allé sur place, a réussi uniquement à convaincre 600 de ces réfugiés de venir, donc alors qu'elle espérait 1000. Avec le directeur de l'OFPRA qui allait directement... directement... avec le directeur de l'OFPRA qui va présenter les portes des bus pour leur dire de monter, leur expliquer que ça va être formidable en France. Et parmi les 600 qui ont finalement accepté de venir en France et donc qui sont venus, il y en a déjà une bonne partie qui est repartie en Allemagne. Donc l'autre question que vous me posiez tout à l'heure, savoir si la France a les moyens d'accueillir ces personnes, alors notamment dans l'idée qu'éventuellement il y en aura plus. Bon, d'abord, il faut rappeler que la France a un état de droit. Donc là, c'est des personnes qui sont susceptibles de demander l'asile. La France respecte des réglementations internationales. Donc la première chose, c'est que voilà, nous respections le droit international. Et concrètement, est-ce que notre pays est capable d'accueillir ces personnes? Oui, la preuve, en quelques jours, le gouvernement a été capable de sortir une fiche de route avec des milliers de places de logements disponibles. Et par ailleurs, de manière plus générale, en matière d'intégration, la France est quand même un pays qui s'est construit sur l'immigration, donc on ne voit pas très bien pourquoi là, elle ne serait pas capable de gérer un afflux migratoire. Donc pour conclure, en fait, le problème de la France, ce n'est pas du tout le problème de l'invasion, c'est le problème inverse. Là, ce qu'on est en train d'observer, c'est que la France n'est pas assez attractive. Oui. Que les gens qui arrivent, ces Syriens qui sont assez qualifiés, qui sont ingénieurs, commerçants, enseignants, ne souhaitent pas venir en France, montre que notre pays a un problème d'image et sans doute qui est lié à son état économique, peut-être aussi à une forme de racisme en France que les personnes perçoivent. Donc la France, oui, elle devrait être honorée d'accueillir ces personnes, c'est une question de droit et de dignité en fait, tout simplement. Voilà, donc comme vous le disiez en même temps, c'est pas gagné, parce qu'il y a même certains politiques qui dépeignent les réfugiés, non pas seulement en envahisseurs, mais aussi en terroristes potentiels. C'est notamment ce qu'a dit Christian Estrosi, tête de liste Les Républicains en PACA pour les régionales. Vous savez, c'est celui qui évoquait récemment l'existence d'une 5e colonne islamiste en France. On écoute et on commente après. Je suis en plus inquiet, parmi les réfugiés, de voir que les services de renseignement nous indiquent qu'il pourrait y avoir des éléments terroristes de Daesh qui sont infiltrés. Et le pape lui-même, dans une dépêche que j'ai sous les yeux, le rappelait hier, le pape lui-même craint les infiltrés de Daesh parmi les réfugiés. Bon, alors, il y a plusieurs choses là, dans le discours de Christian Estrosi. On va vite passer sur la référence au pape. On est quand même d'accord pour dire qu'il s'y connaît probablement un rayon en théologie, mais beaucoup moins en lutte antiterroriste. Et plus sérieusement sur le fond, Christian Estrosi assure que les services de renseignement s'inquiètent du risque de terroristes infiltrés. Est-ce que cette menace existe vraiment ? Non, a répondu récemment le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.
Plus exactement, il a dit « Je ne peux pas exclure qu'à un moment donné, des groupes terroristes profitent de ces flux. Par définition, c'est mieux dans sa situation, dans sa position, il ne l'exclut pas. Mais il dit « Ce n'est pas le cas pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas les remontées qu'on a. D'ailleurs, il le dit, comme tu l'as dit Karine, que ceux qui arrivent sont d'abord les persécutés de Daesh, de l'État islamique. Par ailleurs, dans les attaques ou les tentatives d'attaques récentes, on le sait, les auteurs étaient déjà sur le sol français. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut répondre à Christian Estrosi. Ils avaient d'ailleurs pour certains la nationalité française, ils avaient fait des voyages d'entraînement à l'étranger, ils avaient été suivis, alors avec plus ou moins d'assiduité, là c'est là qu'est un peu le problème parfois, par les services secrets. C'est évidemment le cas des auteurs des attentats de Paris, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, avaient été suivis et étaient français. En fait, l'hypothèse de la présence de djihadistes parmi les réfugiés dont parlait Estrosi se fonde sur une rumeur. C'est parti d'un entretien d'un responsable de l'État islamique à un tabloïd britannique au début de l'année, avant que les Syriens et les Irakiens arrivent en masse, comme on le voit aujourd'hui. Et selon le journaliste David Thompson, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions, de toute façon, cette déclaration de ce leader non identifié de l'État islamique était une pure intox, c'est ce qu'il dit. Ce qui est intéressant pour sortir de notre prisme un peu franco-français, etc., c'est que les mêmes rumeurs, en fait, ces derniers jours, ces dernières semaines, ont gagné l'Allemagne. Et plusieurs fois, cette question de l'infiltration a été posée par la presse au patron des services allemands de renseignement. Et dans les deux cas, le patron du service de renseignement intérieur et extérieur ont répondu que c'était pas vraisemblable. Et leur argumentation, elle est assez simple et assez intéressante. Ils disent, en fait, s'ils veulent faire des attentats, les terroristes, ils n'ont pas à entreprendre un voyage très risqué, dangereux, de plusieurs semaines, où ils risquent quand même accessoirement leur vie. Ils n'ont qu'à embarquer, par exemple, dans un avion, le détourner, c'est beaucoup plus simple et voilà, beaucoup plus spectaculaire. Donc c'est un argument pas très rassurant, mais en même temps, c'est assez rationnel comme explication. Par contre, c'est vrai, ce qui inquiète les services de renseignement en Allemagne en ce moment, c'est la possibilité que des intégristes qui rôderaient autour des centres où les réfugiés sont abrités tentent d'en enrôler certains, d'en attirer quelques-uns, notamment les plus jeunes qui arrivent tout seuls en Europe. Et du coup, ce qu'ont fait les services secrets, c'est qu'ils ont renforcé la surveillance, la police a renforcé ses moyens. Voilà, donc c'est des réponses finalement assez simples et assez évidentes à ces questions-là. Voilà, donc on a parlé de l'invasion, on a parlé des soi-disant djihadistes infiltrés, mais ça ne suffirait pas, le tableau ne serait pas complet s'il n'y avait pas aussi des soi-disant réfugiés assistés, Hélène, puisque ça c'est une autre idée reçue qu'on entend beaucoup. Beaucoup, surtout en campagne en ce moment, parce que rappelons, comme on le disait en début d'émission, que nous sommes dans une campagne régionale. Ouais, c'est important à dire en ce moment. Qui est importante et sur laquelle les sujets se cristallisent non pas sur les compétences de la région, mais sur la seule question des réfugiés. Donc on est vraiment dans un paradoxe assez fou. Et du coup, il récupère cette question-là pour nous expliquer que les réfugiés viennent profiter de nos prestations sociales et, comme tu le disais, enlève en gros le pain de la bouche des Français. On a plusieurs exemples que nous avons pris du premier discours de Valérie Pécresse à Baltar dimanche dernier. Premier discours de campagne, c'est-à-dire le discours où elle a lancé sa campagne régionale. Gros meeting avec tout le monde, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Christophe Lagarde, toute la grande famille de la droite et du centre réunis pour entendre des contre-exemples sur les transports et le logement. Voilà, donc on va d'abord écouter ce qui concerne les transports. On écoute ça tout de suite. Si je suis élue présidente de région, je supprimerai la réduction de 75% dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles. Comment justifier que les transports soient quasi gratuits pour les clandestins alors que les franciliens payent plein pot ? Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que ce dont on parlait, Valérie Pécresse mélange tous les sujets. Demandeurs d'asile, sans-papiers, en gros, elle prend l'immigration, elle en fait un pack et elle nous explique tout ça. Donc là, sur les transports, elle fait référence à quelque chose qui s'appelle le forfait solidarité transport, qui est un dispositif mis en place par la région et qui permet aux bénéficiaires de certaines aides sociales de demander une réduction de 75% sur leur pass Navigo en Île-de-France. Donc plein de bénéficiaires d'aides sociales ont notamment droit à ce tarif spécial les bénéficiaires de l'AME, l'aide
médical d'État, qui est un dispositif qui permet aux immigrés en situation irrégulière de bénéficier de soins médicaux en France. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Valérie Pécresse ne va pas jusqu'à reprendre l'expression préférence nationale qu'adore Marine Le Pen et avant elle son père. En revanche, elle récupère le concept, c'est-à-dire ce concept qui veut que les étrangers sans papier bénéficient davantage qu'on enlèverait au bon français, quoi, pour faire court. Seulement, pour montrer que c'est une contre-vérité, il faut se plonger dans des données qui sont très précises, qui sont celles du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui montrent que les immigrés en situation irrégulière bénéficiaires de l'AME ont effectivement droit à cette réduction Pass Navigo, ça c'est vrai. Ouais. En revanche, ils représentent 17% des 660 000 personnes qui ont droit à ce tarif spécial chaque mois. Donc c'est pas uniquement un dispositif pour les immigrés. Pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de très marginal, d'autant que la grande majorité en fait, qui bénéficie de ce forfait solidarité transport, ce sont des Français qui ont leur papier en règle, par exemple des bénéficiaires du RSA, c'est la grande majorité. Donc ça veut dire que Valérie Pécresse, quand elle dit ça, elle veut aussi enlever la réduction 75% a priori, dans le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, aux bénéficiaires du RSA. C'est ça la logique aux bénéficiaires du RSA, qui sont 48%, ou à ceux qui, les ayant droit par exemple de la couverture maladie universelle complémentaire, qui sont très nombreux aussi, je crois un peu plus de 30%. Donc voilà, tout finalement ces aides sociales qui permettent, et en région d'Île-de-France, ils sont assez nombreux aux gens de vivre mieux, Valérie Pécresse veut les enlever. Bon, d'accord, donc il va falloir qu'elle ajuste peut-être son discours. Et toujours derrière dans ce discours de campagne, décidément très riche, une autre indignation, on peut dire, de Valérie Pécresse, cette fois sur le logement qui serait attribué en priorité aux réfugiés qui demandent l'asile. On regarde. Jeudi dernier, la gauche a accordé aux migrants, à tous les migrants, un droit d'accès prioritaire dans les logements sociaux de la région. Eh bien moi, je le dis, je refuserai que les migrants passent avant les franciliens qui attendent un logement depuis des années. Alors Hélène, ce que dit Valérie Pécresse, c'est assez précis là, pour le coup. Elle parle d'une décision du gouvernement, elle donne même une date, jeudi dernier, c'est-à-dire le 24 septembre. Voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, il faut juste préciser, avant d'expliquer que ce n'est pas vrai, qu'elle dit cette phrase juste après la phrase oui, voilà, y a sur les transports. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la même minute. On est dans une tambouille immigration. Donc, dans cette séquence-là, elle parle de ce jeudi 24 septembre. En fait, elle s'appuie probablement sur une tribune qui a été publiée par Marie-Arlette Carlotti, qui est une ancienne ministre socialiste, qui préside aujourd'hui le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Et donc une ancienne ministre socialiste, c'est pas le gouvernement. Tout à fait. Ce que dit Marie-Arlette Carlotti, elle dit que 77 310 logements sociaux, c'est précis, sont aujourd'hui en attente de locataires. Ouais. Et en fait, ce que fait Valérie Pécresse, et bon, c'est le jeu politique de la campagne électorale, c'est qu'elle déforme la proposition de ce comité qui n'est que consultatif. Hein, donc on n'est même pas dans quelque chose de décisionnaire. C'est une tribune de quelqu'un qui n'est plus au gouvernement et dont l'avis est consultatif. Exactement. Marie-Arlette Carlotti, elle ne parle pas de tous les migrants. Elle parle de ceux qui auront obtenu le droit d'asile et qui auront donc le statut de réfugié et qui auront donc vocation à bon droit à rester sur le territoire français. Ensuite, il ne s'agit pas, contrairement à ce que Valérie Pécresse sous-entend, d'un droit d'accès prioritaire, mais il s'agit d'occuper des logements qui aujourd'hui sont vides depuis 3 mois. Oui. Plus de 3 mois même. Et s'ils sont vides, c'est parce que dans une majorité des cas, aucun demandeur de HLM ne veut y habiter. Donc c'est assez simple, et particulièrement parce qu'ils sont souvent situés dans des zones où les emplois sont rares. Donc on avait pris quelques exemples, mais c'est le cas du Limousin, de la Bourgogne, de la Franche-Comté. L'idée donc c'est pas de passer devant un Français et a fortiori devant un Francilien. Oui, un Francilien, parce que là elle parle de l'Île-de-France. Voilà, en fait. C'est simplement de se servir des ressources immobilières existantes et inoccupées. C'est quand même assez important. D'ailleurs, quand Valérie Pécresse parle des Franciliens, c'est assez gonflé parce qu'en Île-de-France, cette vacance de plus de 3 mois, elle représente, tenez-vous bien, 0,8% des logements sociaux au 1er janvier 2014. C'est-à-dire que plus de 99% des HLM de Île-de-France ne sont pas concernés par cet avis consultatif. Oui, c'est ça. Bon, et encore, même sur les 0,8% de logements concernés, Marie-Arlette Carlotti ne propose pas qu'ils soient mis à disposition des réfugiés, mais simplement que parmi ces logements, des critères soient définis
pour aboutir à une répartition géographique équilibrée, afin de contribuer à une intégration harmonieuse de ces populations. Je la cite dans le texte. Oui, en fait, rien n'est fait, quoi. Voilà, non seulement rien n'est fait, et en plus, on est franchement loin du spectre les étrangers qui nous piquent nos logements que tend Valérie Pécresse. Bon, donc en fait, vous écoutez toutes les deux, il faut s'attendre dans les prochaines semaines de campagne régionale à voir fleurir d'autres exemples. Peut-être on refera. Voilà, voilà. Mais grâce à cette émission, peut-être pas. En tout cas, merci à tous les deux. Merci aussi à Michael Echdenberg qui nous a aidé, journaliste à Mediapart, qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à toute l'équipe de 5e étage production. Et pour retrouver tous nos articles sur la crise des réfugiés, il suffit de cliquer à l'adresse de notre dossier Open Europe qui s'affiche sur l'écran actuellement. Voilà, bonne lecture donc. Merci à vous deux, bonne lecture à vous tous et à très vite sur Mediapart.